Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission ID. Aujourd'hui, ID va parler des blessures intérieures. Qu'est-ce qu'une blessure intérieure? Quelles sont les conséquences pour le porteur d'une blessure intérieure? Quelles sont les conséquences pour ceux qui vivent autour de quelqu'un qui est porteur d'une blessure intérieure? Pour décortiquer de fond en comble ce thème, nous avons un invité de taille, M. Hitimana Alphonse Pacifique. Il nous vient directement du Bénin, spécialiste en guérison de blessures intérieures. Il a accepté de passer dans cette émission pour nous décortiquer, pour nous donner les explications par rapport à ce que c'est qu'une blessure intérieure. M. Hitimana Alphonse Pacifique, merci d'avoir accepté positivement notre invitation. Merci beaucoup, M. Kandol. Bonjour, très heureux. J'avais déjà entendu parler de cette émission depuis plusieurs pays, depuis le Cameroun, le Bénin. Et ce matin, je suis content et heureux d'être ce matin dans cette émission. Et je salue tous les téléspectateurs de cette émission à travers le monde. Bonjour à tous. Oui, vous êtes un spécialiste de guérison en ce qui concerne les blessures intérieures. Oui. Pourquoi avez-vous choisi d'être spécialiste en la matière? Oui, j'ai choisi d'être spécialiste de ce domaine parce que moi-même, j'ai été victime de plusieurs blessures intérieures qui avaient déformé ma vie par rapport à mon histoire, par rapport à tout ce que j'ai traversé. J'ai compris qu'il fallait que moi-même je puisse traiter mes blessures intérieures, afin que je sois également une solution pour de nombreuses personnes à travers le monde qui vivent avec les blessures intérieures. Oui, vous dites que vous avez été victime. Oui, effectivement. Comment avez-vous été victime? Quelle est la blessure intérieure qui vous a marqué? Oui, j'ai été victime parce que je suis originaire du Rwanda. Lorsque nous parlons du Rwanda, nous connaissons les événements tragiques que le pays a traversés. Nous connaissons le génocide de 1994. Moi, dans mon enfance, quand j'étais encore trop jeune, lorsque j'avais entre 14 ans et 16 ans, j'ai vécu le mois de la guerre. J'ai vu des personnes être détruites dans mon pays. J'ai vu les enfants qui étaient moins âgés que moi être victimes de la guerre. J'ai été séparé également avec mes parents trop tôt. Et ces choses ont marqué ma vie. Je commençais à pleurer facilement en train de marcher parce que j'étais séparé trop tôt avec mes parents. J'ai vécu l'humiliation, le rejet et toutes ces choses permettaient même que je puisse marcher en train de pleurer pendant que je suis en milieu du chemin sans que je puisse vous expliquer le pourquoi. En fait, ces blessures intérieures m'avaient déformé. Lorsque j'ai compris, j'ai su qu'il fallait les traiter afin que je sois également une solution pour mon pays, pour l'Afrique et pour le monde entier. En quoi le fait de vivre cette guerre a agi sur vous jusqu'à causer une blessure intérieure? Un enfant de 14 ans, voir déjà tomber devant lui avec le sang qui coule autour de vous, ça vous marque à jamais. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu la guerre, il y a eu un mois de séparation, il fallait fuir là où nous étions. Dans la fuite, j'ai été séparé de mes parents à 14 ans. J'aimerais vous informer qu'à un certain mois, je me suis séparé de mes parents. À 14 ans, je me suis retrouvé dans une forêt. Lorsque je cherchais le chemin de retour, je me suis perdu dedans avec d'autres jeunes pendant plus de 3 semaines. Plus de 3 semaines, on ne mangeait pas, il n'y avait rien à manger. Et avec certains jeunes qui étaient avec nous, n'ayant pas à manger, on a commencé à manger manioc cru, je crois que vous connaissez ça. Et d'autres personnes sont tombées, sont morts devant nous. Et il y avait la pluie. Et d'autres qui ont attrapé la fraîcheur, ils sont tombés devant nous. On était terrifiés, on était traumatisés de ces événements. Et ces événements nous ont marqués à jamais. Un enfant de 14 à 15 à 16 ans, en train de voir ces choses, et pendant ce moment, c'est traumatisant. Et personnellement, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et j'ai passé plus de 3 ans sans être à côté de mes parents et de mes frères. Je me souviens, pendant que je me suis pas avec mes parents, en train de fuir la guerre, je suis tombé au milieu du chemin. J'ai eu, exemple, la maladie, le pari qui a touché le cerveau et j'ai perdu conscience. Quelqu'un d'inconnu m'a pris, m'a amené à l'hôpital pendant une semaine sans que je le sache. Je me suis réveillé 4 jours plus tard, je suis à l'hôpital. Je ne sais pas qui m'a amené, je ne sais pas mes parents, ma famille. Je me sentais totalement traumatisé. J'ai commencé à pleurer de moi-même. J'ai commencé même à haïr l'existence. J'ai vu certains jeunes de mon âge qui sont tombés sur le champ de bataille. Et puis je me posais la question, à quoi me sert de vivre? Je commençais à désirer la mort.
Mais il a fallu pendant plusieurs mois pour que je puisse retrouver certains membres de ma famille et d'autres, je ne les ai jamais trouvés jusqu'à aujourd'hui, mais certains membres de ma famille qui ont été portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Vous dites que cela a créé des blessures intérieures en vous. Oui. Et comment cette blessure intérieure se manifeste? Ok, ça se manifeste de plusieurs manières. Je donne un exemple. J'étais quelqu'un qui était devenu facilement agressif, facilement colérique par rapport à tout ce que j'ai vécu. Dès que vous me posez une question, je me mets vite en colère. Et je peux marcher, vous me voyez jouer avec les autres, mais tout d'un coup je commence à pleurer sans explication. Je peux être en plein cours, mais je commence à pleurer, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y avait que moi, ceux qui savaient que je souffrais à l'intérieur de moi-même. Donc les blessures intérieures commencent à me torturer, dès que ça me donne des mauvais tempéraments. Je peux être joyeux des moments sans explication, je deviens colérique. Ça change d'un moment à l'autre sans que vous sachiez qu'est-ce que je suis en train de souffrir. Il n'y avait que moi seul qui savait que je traînais un passé qui n'était jamais passé, qui torturait ma vie. Et c'est ce passé qui torture votre vie qui est une blessure intérieure. Et effectivement, c'est ce passé qui n'est pas traité, qui est resté dans mon cœur, et qui me permet de regretter toujours mon existence. Et comme vous allez voir, il y a des gens qui peuvent traverser plusieurs années avec ce passé. Il y a exemple des gens qui ont été violés, qui ont été humiliés à 9 ans, jusqu'à 40 ans, incapables de se marier, parce que dès qu'ils pensent au mariage, ils pensent au viol de 9 ans. Et quoi que le mari va le violer, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce alors une blessure intérieure? Une blessure intérieure, c'est une plaie que nous avons. Une plaie. Oui. Que nous avons reçue suite aux offenses que nous avons traversées depuis notre enfance jusqu'à l'âge que nous avons. Et cette plaie, malheureusement, elle n'est pas visible, elle est à l'intérieur de l'homme. Mais malheureusement, elle va se manifester par rapport aux manifestations, aux conséquences qui vont se manifester dans la vie de la victime des blessures intérieures. Bon, cette blessure intérieure n'arrive qu'à un certain nombre de personnes ou bien elle peut arriver à tout le monde? Elle peut arriver à tout le monde, depuis les enfants, même trop tôt. Elle peut arriver aux enfants, elle peut arriver aux adultes, elle peut arriver à ceux qui sont riches comme à ceux qui sont pauvres. C'est une blessure qui touche tout le monde. Elle peut arriver au noir comme au blanc. Tout le monde est concerné. Donc ça concerne toute la société entière et tout le monde doit prendre conscience de ces fléaux. En tant que spécialiste, oui, avec vos regards d'un spécialiste, oui, vous pouvez dire que la société est pleine de blessés intérieurs? Effectivement. Lorsque je vois la méchanceté qui se passe actuellement, vous voyez comment les familles se détruisent au quotidien. Vous voyez comment facilement il y a des gens qui sont prêts à détruire les hommes capables même d'abattre sa femme, d'abattre ses propres enfants qu'il a mis au monde. Vous posez la question, vous vous rendez compte que la société est malade. Nous avons une société malade et ça se manifeste dans tout ce que nous vivons au quotidien. La méchanceté, la discussion des uns pour les autres, ça commence dans les foyers, entre messieurs et madame, entre les parents et les enfants, et ça touche la famille élargie. Donc la société est vraiment malade. Celui qui est porteur d'une blessure intérieure n'est plus normal, c'est ça? Effectivement, parce qu'il va commencer à faire un travail d'autodiscussion, consciemment et inconsciemment, et après il va commencer à détruire les autres, n'est-ce pas? Par son langage, par son comportement. Je peux dire déjà, la victime, c'était malade. Il est malade de tout ce qu'il a vécu et il est capable de commettre les dégâts si la blessure n'est pas traitée. J'étais au Bénin, comme au Cameroun, une maman qui a assassiné ses 3 enfants parce qu'il n'avait pas la possibilité. En fait, le mari avait pris ses enfants pour les garder après la séparation. La femme a préféré entrer dans la maison de son mari pour tuer ses 3 enfants. Il y a un autre cas qui s'est passé à la télévision béninoise il n'y a pas longtemps, d'un enseignant qui a également tué ses 3 enfants parce qu'il avait appris que ses 3 enfants n'étaient pas ses enfants. Et ses enfants ne sont que des victimes, n'est-ce pas? Mais comment quelqu'un peut un matin se réveiller, abattre ses enfants qui ont 18 ans, qui ont 15 ans, et le même jour, il les a assassinés? C'est pour dire que la personne qui est victime de blessures intérieures n'est pas normale et peut commettre des dégâts à tout moment. Cette maman qui a posé cet acte, oui, bien ce papa qui pose ces actes-là, oui, est porteur de blessures intérieures, oui. Exemple que ce papa il est porteur de la trahison. Dès qu'il se rend compte que j'ai été trahi par ma femme, maintenant, je dois commettre les dégâts. Il a fait l'irréparable, n'est-ce pas? Et également, comme c'était maman,
et qui se rend compte que j'ai accouché, mais le mari, le papa de mes enfants a confisqué les enfants, n'est-ce pas? Je préfère les assassiner et le mari, et le papa des enfants et moi-même, nous manquons tous des enfants. Nous voyons souvent les cas pareils au niveau de l'Europe. Vous voyez un mari ou une femme qui descend, il abat tous ses enfants, tout simplement parce qu'il ne veut pas que ses enfants appartiennent à son conjoint. Des fois, les réactions que nous avons en face de nous, les conséquences que nous vivons ont leur cause quelque part. Effectivement. En fait, nous voyons seulement les conséquences. On dit que quelqu'un a tué, quelqu'un a battu une autre personne. Nous voyons seulement les conséquences. La question, posez-vous la question, qu'est-ce qui est à la base de ce que nous vivons actuellement? On voit quelqu'un assassiner l'autre. Et comme le cas de ce que je viens de vous citer, il y a l'assassinat, il y a eu la méchanceté, il y a quelqu'un qui est venu là, il a brûlé la maison de son voisin. Mais le problème, qu'est-ce qui est à la base de ces actes? Comment faire pour que la victime elle-même se rende compte qu'elle est porteuse de quelque chose? Déjà, il doit découvrir, peut-être que cela va nous amener à essayer d'évoquer toutes les blessures intérieures, afin que chacun puisse faire un état de lieu, un examen de conscience, pour se poser la question, est-ce que je ne suis pas victime de la blessure intérieure? Parce que le grand problème, c'est l'identification de la blessure intérieure par rapport aux conséquences qui se passent dans votre vie, en fait de le traiter avant de commettre l'irréparable. Oui, je sais, on va y revenir. Oui. Mais en attendant, il est quand même possible d'identifier la blessure quand même. Et effectivement. Et ça sera vous, les spécialistes. Oui. Il faut que je pourrais vous détailler ces blessures intérieures, comment elles se manifestent, et c'est à chacun de se mettre devant un miroir pour se poser la question, est-ce que des choses qu'on vient de me citer et les conséquences, est-ce que je me trouve dedans? Voilà. Et si je me trouve dedans, que faire pour y sortir? Voilà. Une fois la blessure intérieure détectée, est-ce qu'il est possible de corriger? Effectivement. Il est possible? Oui, moi-même, j'étais quelqu'un qui était devenu colérique, j'étais quelqu'un qui commençait à m'agresser moi-même. Je peux dire que j'étais devenu l'ennemi de ma vie. Je m'en voulais à moi-même, n'est-ce pas? Mais à un certain moment, je me suis dit, il faut que je me pardonne, il faut que je tourne la page. Dès que j'étais quelqu'un qui n'acceptait pas facilement les remarques. Mais à un certain moment, lorsque quelqu'un me donne des remarques, je l'écoute, je lui dis merci. Et je lui dis merci parce que j'ai corrigé, j'ai compris que c'était un sentiment anormal. Donc c'est possible, une fois détecté, on peut facilement se corriger et commencer une nouvelle vie. Quelqu'un qui a découvert sa blessure intérieure, qui est traité, quels sont les avantages et pour lui et pour la société? Effectivement, lorsque vous avez traité de vos blessures intérieures, c'est le cas, moi j'ai déjà formé plus de 10 000, 15 000 personnes, n'est-ce pas? Déjà, la guérison permettra la restauration de votre santé. Parce que la blessure intérieure va affecter, vous avez la rancune, vous avez l'amertume, vous avez la haine, ça va commencer à affecter votre état de santé. Ça va également restaurer vos compétences. Et lorsque vous passez des années en train de réfléchir comment vous allez vous venger, ça va détruire vos compétences intérieures. La guérison va permettre que la restauration de vos compétences et votre santé émotionnelle, votre santé physique, et vous devenez quelqu'un qui peut commencer à rêver à de grandes choses, à de grands accomplissements. Parce que la blessure intérieure, c'est un frein au développement individuel et collectif. Quelles sont les situations qui peuvent amener des blessures intérieures? Ok, donc là, il faut nous entrer dans les blessures intérieures, en fait, n'est-ce pas? Le rejet, oui. Ok, donc il y a plusieurs cas qui peuvent amener les blessures intérieures. Je vais commencer à citer exemple les trois. Je commence comme la première blessure du rejet. Le rejet. Le rejet, c'est quoi? Le rejet, c'est une manière d'être rejeté. En fait, ça concerne toute personne qui a été rejetée. Ça peut être même dès le sein maternel. Vous savez que quelqu'un peut vivre une blessure intérieure dès le sein maternel. Parce qu'une fois que la maman a su que je porte un enfant, il commence à en vouloir à cet enfant, ce qui dit que cet enfant vient déranger ma vie. Et la maman commence à avorter, moi j'appelle ça assassiner. Il y a des enfants qui ont subi les tentatives d'assassinat dès le sein maternel. Vous parlez là d'une grossesse indésirée. Indésirée, oui, la grossesse indésirée, immédiatement la maman commence à chercher à assassiner. Il y a même d'autres mamans qui ont fait les tentatives d'avortement, pour ne pas dire les tentatives d'assassinat aux enfants. L'enfant a échappé à la tentative d'assassinat de sein maternel. Si vous demandez les médecins, j'ai déjà travaillé les médecins, ils vont vous dire que le comportement de la maman a des conséquences sur le fœtus. Il y a des enfants qui vont naître, qui commencent à devenir colériques tout simplement parce qu'elle a commencé à lutter dès le sein maternel.
le fœtus commence à échapper à l'assassinat, immédiatement ça va créer un caractère qui va se manifester dans la vie de l'enfant une fois qu'il sera né. Également le rejet peut se manifester après la naissance parce que, en tout cas, Dieu lui-même a voulu que l'enfant puisse naître entre papa et maman. Et l'enfant doit bénéficier de l'affection paternelle et maternelle. Toute personne qui veut l'affection, soit maternelle et paternelle, est exposée à la blessure du rejet. Que vous soyez orphelin, que vous soyez déjà des enfants qu'on appelle illégitimes, que vous n'avez pas grandi avec vos parents. Lorsque vous serez dans l'adolescence, vous allez commencer à exiger consciemment ou inconsciemment l'affection d'un parent que vous n'avez pas reçu. Ça peut être le moment de papa. Vous exigez chez quelqu'un d'autre, chez votre voisin, chez votre enseignant, chez vos frères. Et c'est dans ce sens qu'il y aura les abus. Et les conséquences, les gens qui ont vécu les blessures du rejet, sont les gens qui n'aiment pas les corrections, qui n'aiment pas des remarques, qui n'aiment pas les contradictions. Dès que vous les touchez, la personne croit que vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? Et la blessure du rejet va commencer à déformer petit à petit la personne. Et cette blessure, la personne grandit avec. Tu peux même devenir adulte, il se marie, il n'a pas connu l'affection, on donne qu'est-ce qu'on a. Et un enfant qui n'a pas eu l'affection de ses parents, qui a connu seulement ses rejets, qui a été détruit, même une fois marié, il ne pourra pas donner l'affection à sa femme. C'est pour dire que ça quitte l'enfance. Les adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'hier, n'est-ce pas? Donc, ces adultes d'aujourd'hui qui n'ont pas eu l'affection dans l'enfance, il le faut contrôler les épouses, contrôler les maris et contrôler les propres enfants. Et la blessure devient comme héréditaire. Mais comment un enfant peut-il être rejeté au même moment où il vit avec papa et maman? Oui, dans ce cas, nous entrons dans ce que j'appelle la blessure de l'abandon. Il y a des parents que nous appelons les parents autoritaires. Il n'y a pas de communication entre l'enfant et ses propres parents. Immédiatement, l'enfant se sent abandonné de ses propres parents parce que dès que papa arrive, l'enfant commence à fuir pour s'endormir. Le papa devient comme une menace. Et pendant le cas pareil, un tel enfant, même s'il est violé dans la maison de ses propres parents, il dira je ne peux pas communiquer ça à mon père, à mes parents, parce que mes parents vont me tuer, n'est-ce pas? Donc les parents n'ont pas facilité la communication entre les enfants et les parents. Et j'ai vu des enfants qui ont été violés par les tontons, par les oncles, par les voisins. L'enfant n'est que victime, mais comme papa est tellement méchant, autoritaire, l'enfant ne peut pas en parler à ses propres parents. Il dit que le jour que je dirai à mon père va me tuer. Et l'enfant se sent abandonné par ses propres parents. J'ai trouvé des étudiants qui te disent que je suis incapable d'affronter mon père, je suis incapable de causer mon père face à face. Dès que mon père est là, je dois m'enfuir. Donc c'est pas normal. Est-ce qu'on peut qualifier nos propres enfants d'enfants rejetés ou bien abandonnés au moment où, le matin, vous quittez la maison, oui, vous allez au service, ça fait le soir à 18h ou bien à 20h. Il n'y a pas le temps de communiquer avec votre enfant en ce moment, aussi bien papa comme maman. Les deux ne sont pas à la maison pour discuter avec les enfants. Ces enfants sont-ils des enfants rejetés? Je ne peux pas dire rejetés. Je peux donner oui ou non. Imaginez les parents qui vont au travail à 5h du matin et ses enfants se réveillent à 7h. Le parent revient à 23h, les enfants dorment à 21h. Ces enfants vont se sentir rejetés. J'ai vu des enfants qui vous disent, ça fait une semaine, je peux faire une semaine sans voir mon père. Et là où je suis, on peut me faire tout ce qu'on peut me faire. Mon père, je n'ai pas le temps d'expliquer à mon père ce que j'ai vécu, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour un jour, c'est pendant plus d'une année. Cet enfant se sent rejeté parce qu'il veut de l'affection de ses parents. Il y a d'autres parents qui vont au travail, il a le temps pour ses enfants. Il peut rentrer à 17h, à 18h, il appelle ses enfants, il a le temps de s'échanger, de jouer avec ses enfants, de connaître les journées, de communiquer avec eux, de sentir l'affection de ses enfants, n'est-ce pas? Ces enfants ne peuvent pas sentir le rejet parce que les parents sont là pendant le peu de moments qu'ils trouvent, ils s'échangent avec les enfants. Mais ces enfants, je connais un enfant qui a commis des dégâts aux États-Unis. Je crois que quand ça s'est passé il y a 3 ans, un enfant qui n'a pas eu l'affection de ses parents, il disait que papa s'en va le matin et puis il revient le soir, je ne le vois plus jamais. Immédiatement, ce sont les voisins qui viennent l'encadrer. On a commencé à violer cet enfant à partir de 11 ans. À 16 ans, l'enfant était devenu comme une épave. Et c'est cet enfant qui est sorti de son école. Parce que la société a abusé de cet enfant parce que les parents ne sont pas là. Il a pris l'arme, il est entré dans l'établissement, il a tué tout le monde, il a tué plus une vingtaine de personnes, il s'est donné la mort, il a laissé un testament. Mon père m'a abandonné, m'a rejeté et je vais me venger. Voilà. Il a des parents, mais les parents n'ont jamais eu le temps pour cet enfant.
Et malheureusement, c'est les cas de la société, pas seulement aux États-Unis. J'étais au Bénin, j'étais au Cameroun, j'étais en Jamila dans d'autres pays. J'ai vu des cas pareils. J'ai fait ces enquêtes dans les universités où les enfants vous diront que 50% des enfants ont du mal à causer face à face avec les propres parents, surtout avec les papas. Des jeunes ont du mal parce que le papa, il est là en train de gronder, en train de parler, l'enfant se sent en insécurité. Donc, ce qui fait qu'il y a l'absence de communication entre les enfants et les parents, surtout entre les garçons et les papas. Quelle blessure cela crée? Ça va créer la blessure de l'abandon. La personne va se sentir abandonnée, il est là, les parents sont là, il va vivre l'abandon. Et j'ai connu un cas également pareil au niveau du Congo. Un parent qui a fait cela à l'aide de ses enfants, pendant que l'enfant est en train de réclamer l'affection de son père le menace. Il le menace et cet enfant a quitté brutalement la maison de ses parents. Il a dit, mon père, je préfère quitter votre maison que rester avec vous. Et pendant qu'il suivait la formation, ça faisait 3 ans qu'il n'avait jamais vu son père. Et quelles sont les conséquences de cet abandon sur le devenir de ces enfants? Automatiquement, l'enfant qui va vivre l'abandon de l'enfance, au début, il va vivre ce que j'appelle une double identité. Si papa est là, l'enfant va faire comme je suis un ange, je ne connais rien, n'est-ce pas? Parce qu'il a envie de plaire à ses parents. Mais dès que papa et maman ne sont pas là, il prend sa véritable identité. Première conséquence, les parents ne pourront pas connaître que ses enfants. Tu vois un enfant de 15 ans qui est à la maison comme un ange, mais l'enfant qui a une autre vie qu'il ne connaît pas, tout simplement, il ne peut pas démontrer sa véritable vie, ce qu'il a peur de vous. N'est-ce pas? Ce qui était comme une double identité va créer une hypocrisie dans sa vie. Au début, ça devient comme les cache-cache. Après, ça devient un caractère même dans l'âge adulte. Dans l'âge adulte, ça a déjà déformé la personne. C'est déjà devenu un caractère déformé. La personne même dans la société, demain peut devenir un dirigeant, mais c'est un dirigeant qui est instable dans ses décisions, un dirigeant menteur, un dirigeant hypocrite. Parce que tout simplement, ça a commencé depuis l'enfance, comme il a commencé à jouer aux doubles vies, après c'est devenu un comportement. Et c'est ainsi que nous avons des adultes qui sont surpris de leur propre comportement. Ils se posent la question, comment je suis devenu à cette étape? Et voilà la réponse. Vous savez commencer depuis votre enfance. C'est maintenant d'identifier votre blessure, la traiter pour passer à autre chose, au changement. Une fois que la blessure est détectée, oui, comment la traiter? Déjà, dès que la blessure est identifiée, nous devons l'extérioriser. L'extérioriser, c'est-à-dire que nous devons la parler à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous parlez pour vous libérer. Après avoir l'extériorisé, vous devez passer à l'étape de pardon. Vous vous pardonnez vous-même, n'est-ce pas? Ce que vous avez vécu. Vous allez vers celui qui vous a blessé, si votre père, votre enfant, je ne sais pas qui. Vous demandez pardon. Parce que les pardons que vous demandez, vous êtes les premiers bénéficiaires. Vous pardonnez parce que vous ne voulez pas que le passé vous détruise, n'est-ce pas? Vous pardonnez parce que vous voulez arrêter un cycle de violence pour que vous arrêtez de vous agresser vous-même, n'est-ce pas? Vous vous pardonnez vous-même. Vous dites que tout ce que j'ai vécu, c'est une expérience. Je m'en vais vers mon père, l'enfant qui m'a blessé, ou bien que moi-même j'ai blessé. Je fais la paix avec lui en fait de me libérer et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Mais au cas où, si c'est avec les parents, oui, et le parent n'est plus, supposons que le parent soit déjà mort. Cela, je dis souvent, lorsque les parents n'est plus, ça devient un cas difficile. Souvent, je me dis peut-être que chacun peut voir, nous avons des exemples comme des religions, quelqu'un peut voir son chef spirituel, n'est-ce pas? Bon, c'est un cas qui représente comme un parent spirituel, n'est-ce pas? En fait, qui accepte le pardon d'un parent physique. Par rapport à votre religion, vous pouvez aller voir votre chef spirituel, votre prêtre, votre pasteur, votre imam, n'est-ce pas? Pour essayer de vous confier, vous libérer, en fait, qu'il accepte le pardon de votre parent qui n'existe plus. Ou comment vous pouvez avoir un aîné, ou bien un aîné qui est bien préparé, parce qu'il faut choisir la personne. Hein? La personne qui peut vous écouter, qui peut vous comprendre, qui peut recevoir ses pardons de la personne qui est déjà décédée, est capable de vous donner un conseil supplémentaire. Voilà. Est-ce que l'abandon ou bien le rejet peut se sentir dans un couple? Effectivement, je donne un exemple, l'abandon dans un couple. Imaginez une femme qui se sent maltraitée, qui se sent humiliée par son propre mari. La femme va se sentir abandonnée. Et cette femme va commencer à développer un caractère agressif contre son mari.
le mari qui parle publiquement, qui expose les choses de la maison publiquement dehors, la femme se sent abandonnée et se prépare. On a trouvé des femmes qui ont commis le pire, n'est-ce pas? J'ai même senti, vous m'excusez, je me souviens d'un fait, d'une femme qui m'a dit, dès qu'on lui a dit que son mari l'a abandonné, il doit faire le tout, il part quelque part, on lui a dit de commencer à prendre ses menstrues, commencer à prendre vous comprenez, mettre dans la nourriture de son mari. Il a commencé à faire manger le mari ces choses parce qu'il a besoin que son mari, lequel son mari vienne faire vers lui. Vous voyez comment quelqu'un est capable de se venger, commettre les pires, n'est-ce pas? Il a fait quoi? Il a pris ses menstrues, le sang qui sort, voilà, il a mis dans la nourriture de son mari. Dans la nourriture à manger de son mari. C'est que, oui. Il y a les autres qui peuvent même aller un peu plus loin, prendre même les poisons. C'est-à-dire que lorsque la personne se sent abandonnée, il est capable de commettre les pires, n'est-ce pas? Également, il y a les maris qui peuvent se sentir abandonnés, n'est-ce pas? Moi, j'ai connu certains cas de les maris qui ont épousé les femmes sont devenues des grandes dames. Peut-être le mari, socialement, il est resté, je peux dire, en dehors de sa femme. La femme commence à menacer son mari en public. Il est capable de parler de manière dure pour son mari parce qu'il profite de son titre, de son élévation. Et le mari commence à se sentir également abandonné par sa femme. Le mari commence à sortir dehors et se sent à l'aise à l'extérieur de sa propre maison. Et immédiatement, il commence à développer les méthodes d'autodéfense contre sa femme, la méchanceté, les réponses, et son foyer devient comme un enfer. Ça devient comme un terrain de catch. Et il faut commencer à se donner les coups, soit ça peut se faire physiquement, comme chacun peut utiliser d'autres méthodologies pour détruire son conjoint. En tant que spécialiste en guérison de blessures intérieures, quel est le pourcentage entre l'abandon des femmes dans le foyer et l'abandon des maris dans le foyer? Oui, je peux dire que 80% sont des femmes qui sont abandonnées. Se sont abandonnées des maris. Répétez? 80% des femmes peuvent se sentir abandonnées des maris. Parce que le mari, c'est le chef d'abord avant tout. Le mari, c'est le chef de la femme, du foyer. Ce qui fait que c'est difficile souvent à une femme aussi d'avoir une grande influence contre son mari. Souvent, les femmes profitent de ceux qui ont eu des opportunités meilleures que les maris. C'est généralement là où ça se passe, n'est-ce pas? Tu vois une femme qui devient directeur de la banque, son mari c'était un enseignant. Et la femme commence à gagner 10 fois plus que ce que son mari. La femme s'autorise à dire, mon mari prend l'argent, va aller acheter, va aller payer le courant. Dit mon mari, il commence à voir son mari. Le mari se sent humilié. Bon, comme parfois si le mari sait que oui, c'est la femme qui donne, il est obligé de coopérer, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, il se sent abandonné dans son fort intérieur. Ce qui fait que ce sont des cas rares, mais qui existent, que j'ai connus, où le mari s'est senti totalement humilié par sa femme, parce que peut-être qu'il a fait des affaires, ça a beaucoup donné, comme le dit la société, plus que son mari. Et le mari reste en arrière, il profite de cette option pour essayer de mettre son mari dans un état d'infériorité. Est-ce qu'en conclusion, on peut dire que dans des pareils foyers, ce sont des prisons à ciel ouvert? Oui, on peut dire. Parce que lorsque un mari te dit que je me sens mal à l'aise dans mon foyer, c'est grave. Je me sens à l'aise que je suis en dehors de ma maison. Ça, c'est très grave, n'est-ce pas? Une fois, te dit que j'entre dans ma maison, je sais qu'un enfer commence. Mon mari va me tabasser, mon mari va m'insulter. Dès que j'entre dans ma maison, je commence à pleurer. Dès que la personne se sent à l'aise que c'est en dehors de son maison. Ça, je peux dire que c'est vraiment une prison à ciel ouvert, comme vous venez de le dire. C'est une affaire, au fait. Voilà. Et malheureusement, nous avons des foyers pareils dans le monde actuel. Vous parlez d'humiliation. Oui. Est-ce que l'humiliation aussi peut créer une blessure intérieure? Effectivement. Surtout lorsqu'il y a une humiliation publique par rapport à votre origine, par rapport à vos compétences, par rapport à votre handicap, par rapport à une situation qui s'est passée, n'est-ce pas? C'est une blessure. Moi, je connais un cas au Bénin d'un jeune qui a été accusé par sa tante qu'il a volé 1 million de francs. On appelle la police, le jeune est humilié, il est ligoté, le quartier vient, commence à les tabasser. Et dans la soirée, l'argent a été trouvé ailleurs. Mais trop tard, le jeune a été tabassé, a été amené. Et la jeune a dit que je me vengerai. Je tuerai ma tante. L'humiliation, c'est une blessure intérieure. J'en connais qu'un pareil d'une fille qui a été déshabillée à 14 ans par son père. Son père a appris qu'il paraît qu'il a couché avec un jeune homme. Son père arrive à la maison, il déshabille sa fille. Il attache ici un arbre. Il prend les piments, il met dans ses yeux dans son sexe. Il appelle les gens à venir voir la prostituée du quartier. Et c'est un père qui le fait contre pour sa propre fille.
Et la fille a dit que le jour, il a commencé à méditer plus de 4 fois d'assassiner son père. Elle a dit que je préfère voir mon père mourir. Vous voyez comment les conséquences sont graves. Parce que quelqu'un se sentait humilié. Les humiliations publiques, nous le voyons même en Europe, en Afrique. Les gens qui ont été humiliés disent que je frapperai, je me vengerai. Et il y a les autres qui ont passé à l'action malheureusement et ça a tourné au pire. On peut encore avancer. Quel cas qui puisse créer une blessure intérieure? La trahison, comme l'injustice, comme l'impuissance. Comment la trahison peut se manifester alors? Et la trahison, ce qui est difficile à la trahison, c'est parce qu'on n'est pas trahi par un ennemi, on est trahi par un ami, celui à qui on a fait confiance et celui qui amène le couteau contre vous, n'est-ce pas? Et lorsque vous vous sentez trahi par votre meilleur ami, ça change votre perception, n'est-ce pas? Je donne un exemple. Il y a des hommes qui ont été trahis par 2 meilleures femmes qu'ils ont rencontrées. Après, ce sont les femmes sont pareilles. Même le jour que la femme qui est la meilleure viendra, il ne pourra pas se rendre compte. Vice versa comme le mari et la femme, n'est-ce pas? Je connais quand même ici au Togo, d'une femme qui a été rejetée, a été trahie par son mari après une année de mariage. Le mari l'a jeté dehors totalement nu en caleçon. Ce sont les voisins qui lui ont donné le pagne pour repartir de la maison familiale. L'homme qui était parti l'épouser à la mairie, à l'église, jusqu'à la mort, il a trahi. La femme était tellement marquée, de manière que lorsqu'il se trouvait dans le milieu de travail à la mairie, vous entrez dans son bureau avec une alliance à la main, immédiatement il voit l'image de son mari. Il dit que vous êtes méchant comme son mari contre votre femme. Dès que vous sortez, il prend votre dossier, même si c'est un diplôme intérieur, il le déchire en plusieurs morceaux, il jette dans la poubelle. Dès que quelqu'un viendra, si vous venez, vous dites que votre dossier est traversé de l'autre côté, il essaie de vous embrouiller, puis et il a fait à plusieurs reprises. Il le faisait. Bon, c'est ce que je dis. Lorsque vous n'êtes pas guéri de ce qui vous a blessé, vous allez blesser ceux qui ne vous ont rien fait. Maintenant, les victimes, c'est d'autres personnes. C'est son mari qui l'a trahi, mais ceux qui payent la facture, c'est la société. Donc, qu'est-ce qui réveille Anel? C'est le fait de voir... Dès qu'il, comme son mari l'avait marié officiellement, dès qu'il voit un autre mari qui a une alliance, il s'est dit exactement, vous le faites contre votre femme, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Auprès d'elle, tous les hommes sont devenus... Dès qu'il voit avec une alliance, immédiatement, il dit que vous êtes des menteurs. Parce que mon mari portait une alliance, il m'avait promis bonheur jusqu'à la mort. Dès qu'il vous voit, il dit que certainement vous le faites contre votre femme. Mais tant comme il n'a pas l'accès à son mari, c'est vous qui payez les pots cassés. Et ça existe? Ça existe. La personne, c'est elle-même qui me l'a dit. Le jour là qu'il se réveille, vous arrivez là, il voit, si il peut voir que vous assemblez son mari, vous devenez la victime ce jour-là. Vous avez la taille à peu près, il voit que comme je ne peux pas avoir mon mari, c'est vous qui payez les pots cassés. Dans ce genre de choses, comment faire pour que la personne sache que je suis porteuse d'une blessure intérieure? Déjà, dès que vous sentez que vous avez l'amertume, la rancune, n'est-ce pas? Vous avez, par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous avez le sentiment de vengeance. Immédiatement, vous savez qu'il y a la blessure qui est dans votre vie, n'est-ce pas? Parce que ces sentiments, vous êtes facilement colérique, facilement agressif, vous commencez à agir en victime, n'est-ce pas? Sachez que la blessure est là. Malheureusement, si ce n'est pas traité, quelqu'un peut se présenter devant vous au mauvais moment, au mauvais endroit. Comme la colère est en vous, vous frappez et c'est les dégâts. Comme je viens du Congo-Brazzaville, il y a un officier qui se mettait en colère par rapport aux choses qu'il a avec sa femme. Dans la colère ce soir, il a pris son arme, il a frappé à sa femme. Il ne s'est pas rendu compte des dégâts. La femme est tombée, elle est morte sur place. Il a pris quoi? Il a pris son arme. L'arme? Du militaire? L'arme, oui, c'était militaire, non? Oui. Il a frappé à la tête de sa femme. Sa femme est tombée, après la femme est morte. Donc en fait, lorsqu'on est colérique, on ne mesure plus les degrés. Donc cela veut dire que le militaire est porteur d'une blessure intérieure. Effectivement, parce que la colère, ça se manifestait à sa femme. Comme il n'avait jamais voulu traiter ça, ça s'est manifesté ce jour. Et malheureusement, les voisins sont venus, on a pris ces militaires, on lui a crevé les yeux, on a mis les armes, et le lendemain, il est mort. Les enfants se sont trouvés privés des papas et des mamans. Je donne un autre cas également au Congo d'un papa tellement qu'il se mettait en colère contre ses enfants, facilement agressif. Et un jour, il arrive contre son propre fils. Il prend son fils, il le jette contre le mur. La tête s'est fracassée. Son fils est mort le lendemain.
les papas étaient arrêtés pour faire la prison, n'est-ce pas? Lorsque vous savez que vous êtes facilement colérique, facilement agressif, vous avez le sentiment de vengeance, lorsque vous ne les traitez pas au mauvais endroit, au mauvais moment, vous risquez de commettre les pires. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui étaient des gens gentils, mais qui avaient la colère cachée, et matin on se rend compte qu'il a commis un dégât. On se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il avait une blessure non guérie. Ça allait trouver au mauvais moment, au mauvais endroit. La colère qui était en lui, l'agressivité, ça s'est manifesté au-delà des limites. Et ce jour-là, l'irréparable est arrivé. Il sort de lui-même. Oui, il sort de lui-même. Et ça concerne tout le monde. Il y a un homme de Dieu, Bishop aux États-Unis, qu'on a montré aux réseaux sociaux l'année passée, d'origine ghanéenne, qui a également frappé sa femme à mort. Et sa grande église a été fermée le lendemain. C'est un homme de Dieu. Un bishop, il parle devant tout le monde a du respect pour lui, mais la colère est en lui. La colère qui était en lui ne l'a pas maîtrisé ce jour-là. Il a frappé sa mort, sa femme est tombée et on l'a condamné à vie aux États-Unis. Son église a été fermée le lendemain. Voilà. Autrement dit, donc tout le monde est concerné. Et les hommes de Dieu sont concernés, quelle que soit votre religion, et les hommes d'État dans l'armée, dès que le supérieur blesse l'inférieur, si le commandant il blesse les troupes blessent les autres, et jusqu'au moment celui qui est en bas, comme on ne peut pas se venger contre celui qui est votre supérieur, ça va se passer jusqu'à la population, jusqu'au le plus petit qui est la population. Dès que vous lui donnez seulement une parole de la rue, il commet les dégâts. Là où ça pouvait passer quelque chose, il va amplifier la chose, n'est-ce pas? Et c'est pour vous dire comment la blessure intérieure, comment ça peut toucher les milieux administratifs. Trouvez quelqu'un qui a été blessé dans sa maison, il a des problèmes dans sa maison, il arrive au travail, il commence à menacer tout le monde, il commence à chasser tout le monde. S'il arrive au bureau, il devrait signer 40 dossiers, qu'il devrait signer. Les gens attendent, il dit vous revenez le lendemain. Si tu oses hausser le ton, il te dit tu oses le ton. Va voir le chef de l'État. Pour dire comment quelqu'un est capable de se venger tout simplement. Et pourtant, le problème, ce n'est pas les autres. C'est une question de signature qui demande moins de 10 minutes. Il faut faire revenir pendant 3 jours. Parce que tout simplement, il dit que moi aussi, on a été méchant avec moi. Je dois aussi manifester la méchanceté aux autres. Voilà. On prend le cas d'un directeur du service qui est porteur de blessure intérieure. Cela veut dire que et ses collaborateurs, ses agents et tous ceux qui vont demander service, tout le monde va vivre les conséquences. Il y a des personnes qui ont vécu les blessures intérieures, ils bloquent toutes les informations qui quittent l'hiérarchie, ils ne le donnent plus chez les autres, n'est-ce pas? Tous les services qu'ils pouvaient rendre, ils ne le font plus. S'il sait que mon voisin entre dans un véhicule des Nations Unies, je n'entre pas dedans. Tout c'est parce qu'ils ont des problèmes, n'est-ce pas? Ils se sont blessés entre eux-mêmes et le rendement ne peut plus être donné, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des blessures intérieures. Et si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur quelque part, vous êtes blessé, vous allez blesser vos collègues, tout le monde, et vous risquez même de bloquer toute l'institution. En quoi l'abus sexuel peut être porteur? L'abus sexuel? Oui, des blessures intérieures. L'abus sexuel, je vais vous choquer. Moi, j'ai trouvé une femme qui m'a dit que mon mari me viole. En fait, imaginez un mari qui va insulter sa femme, qui va mettre la main sur sa femme est en train de pleurer. 5 minutes après, il soulève sa femme, il le déshabille, il commence à faire des rapports sexuels. Et la femme me dit que mon mari me viole chaque jour. Il n'est jamais venu avec une parole de tendresse pour me dire qu'on va passer à un autre acte. Quand même, la vie sexuelle, c'est une vie, ça doit être respecté, n'est-ce pas? C'est tellement, ça doit être préparé. Moi, je dis souvent, moi, je suis marié, l'acte sexuel doit se préparer depuis la journée. Avec les paroles doucereuses, vous le préparez depuis le matin, vous préparez l'autre, n'est-ce pas? En fait, qu'il y ait rencontre des cœurs avant des rencontres des corps. Maintenant, est-ce que vous prenez votre femme à qui vous venez de taper? Vous commencez à les faire coucher, vous passez à l'acte, c'est fini. La femme me disait que mon mari me viole. J'étais même choqué ce jour-là. Imaginez si c'est dans le couple. En dehors du couple encore, c'est un peu grave. Si ça peut se faire dans le couple, en dehors du couple, j'ai trouvé un enfant qui a été agressé sexuellement par le mari de sa maman à 15 ans. Et le mari de sa maman qu'il a eu depuis une année.
l'a fait avorter de force. Il a amené matin, il a dit on va quelque part, il a amené chez le médecin, on le fait avorter de force, n'est-ce pas? Et cet enfant, un jour, il a dit je vais tuer cette famille. Il est parti prendre les poisons. Il est mis dans la nourriture, il a dit que tout le monde va manger, tout le monde va mourir, et moi-même. À un certain moment, il a eu la panique, il est venu de justesse, il a renversé la marmite. C'est l'enfant qui me le dit, n'est-ce pas? Mais un enfant qui est capable de faire ces choses-là, vous ne voyez pas qu'il se devient comme un terroriste? Nous avons des enfants pareils, parce qu'il a été violé sexuellement. Et comme il était blessé, il n'avait pas moyen de se défendre, il a dit que je vais tuer toute une famille. Bon, ceci dit, si on peut rencontrer tous ces cas de figure dans la société, comment faut-il faire pour que la société puisse être exorcisée de tous ces maux-là? En fait, moi je crois qu'avec les pouvoirs publics, on doit informer la société. N'est-ce pas? Et la société blessée, les gens souffrent, ils ne savent pas de quoi ils souffrent, n'est-ce pas? Les personnes doivent savoir de quelles sont les blessures qu'ils souffrent, n'est-ce pas? Les identifier, les extérioriser et passer à l'acte du pardon, n'est-ce pas? Passer à l'acte du pardon, exemple qui fait le pardon avec soi-même, il fait le pardon avec ses propres parents ou bien ceux qui l'ont blessé, sachant que tous ceux qui nous ont blessés, ils ont été blessés. J'aimerais vous donner un cas que j'ai vécu, un des commissaires avec ses agents pendant qu'il faut les patrouilles. Un jeune de 17 ans, il s'est jeté dans la rue d'une manière brutale. C'est de justesse qu'on ne l'a pas écrasé. On prend cet enfant, de force, on la met dans le bureau. Pendant qu'on voulait commencer à le torturer, le commissaire appelle cet enfant. Il pose la question à cet enfant, qu'est-ce qui t'arrive? L'enfant commence à pleurer, il n'arrivait pas à parler. Il a expliqué comment il a été abusé depuis l'âge de 11 ans. Il a dit que j'en ai marre. Le jour que j'en parle à mes parents me disent ferme la bouche, n'est-ce pas? Il a dit que je préfère un jour me jeter sur un convoi public, on m'écrase, c'est fini. Le jour où le commissaire a commencé à pleurer, il a amené l'enfant dans la famille, il a dit que désormais c'est mon enfant. Je vais commencer à le prendre en charge. Cet enfant, il est au bac, maintenant il devient un étudiant. Vous voyez, nous avons une société malade. Nous avons des enfants qui ont été abusés, qui ont été torturés, qui ont été humiliés. Et maintenant, ils sont sur la défensive pour commettre les dégâts. Ils sont devenus comme les bombes à retardement. Je crois que c'est à la société, au pouvoir public de permettre que ces programmes soient de manière collective à la société. Sachant que la blessure intérieure n'a qu'une mission de vous détruire vous-même d'abord. Vous empêcher d'accomplir votre destinée et de faire de vous un bourreau social. N'est-ce pas? Lorsqu'on est guéri, vous devenez un potentiel pour votre société, pour le pays. Et lorsque vous n'êtes pas guéri, vous devenez une bombe à retardement contre votre pays. Il suffit seulement qu'il y ait les mauvaises personnes, les mauvaises volontés capables de vous récupérer et de vous utiliser pour commettre les dégâts dans votre propre pays. Certains disent que l'impuissance sexuelle aussi peut être une blessure intérieure. Effectivement, j'en ai connu de certains hommes qui ont vécu un moment d'impuissance sexuelle et la femme a profité pour humilier son mari. Humilier son mari. Exemple que son mari veut parler, il dit à son mari, tous les hommes peuvent parler, toi tu peux parler? Fais-moi pour les rappeler, tu ne sais pas que tu n'es pas... Ça ne marche pas là-bas. Le mari aussi, sachant que c'est un secret, il est obligé de se taire. Mais sachez que cet homme qui est humilié, il va se venger. Parce que l'homme ne pourra pas supporter que la femme puisse aussi l'humilier. N'est-ce pas? Alors que donc l'impuissance sexuelle, ça devient une blessure intérieure pour le mari qui se sent humilié par sa femme. Surtout pour sa femme qui commence à divulguer, qui commence à profiter de cette situation pour humilier son mari, au lieu de s'entendre avec son mari pour trouver des solutions. Également, nous avons les échecs sociaux, professionnels, que ce soit les échecs scolaires. Lorsque quelqu'un a échoué d'une manière répétitive, n'est-ce pas, dans la société, même au niveau de l'école, la personne va commencer à vivre avec les complexes. Dès que je sais que je rencontre que mes amis, je commence à les fuir, n'est-ce pas? Dès que je les ai vus avant, si j'avais le chapeau, je mets le chapeau jusqu'ici. Je marche comme une mauvaise vie, n'est-ce pas? Je commence à faire une fuite en avant, n'est-ce pas? Parce que j'ai la culpabilité à moi-même. Et cette blessure des échecs est capable de vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Parce que vous avez des complexes, vous ne pouvez pas aborder ou vous assumer. C'est capable même de vous envoyer, de vous allier, et faire d'autres choses qu'il ne fallait pas faire. Je donne un exemple. J'ai vu des enfants qui ont échoué 3 fois. Il n'a pas pu supporter cette blessure de l'échec. Il a dit, je deviens exemple que cordonnier, alors qu'il avait une carrière, n'est-ce pas? Alors que lorsque vous êtes guéri, vous allez affronter jusqu'au bout
n'est-ce pas? Pour ne pas que vous soyez déraillé de votre chemin de destinée, n'est-ce pas? Également dans le cas dans les échecs sociaux, professionnels, quelqu'un qui a repris le service pendant plus de 10 ans, tout le monde le dépasse, il devient méchant. Dans l'entreprise, là il travaille, vous pouvez amener le dossier, il confisque le dossier. Il devient un destructeur à cause de la blessure qu'il a vécue au sein de l'entreprise, au sein de la société, n'est-ce pas? Donc c'est quand même une blessure intérieure capable même d'apporter les dégâts. Et la personne, s'il est au travail, il commence à faire le sabotage. Parce qu'il se dit que j'ai vécu les échecs dans cette entreprise, dans cette humiliation, ça ne fait que répéter, je vais faire sabotage, je peux saboter toutes les institutions. Voilà. Dans ce genre de choses, oui. Qu'est-ce que vous conseillez? Chacun doit faire un état de lieu, chacun doit identifier la blessure intérieure et savoir les conséquences que ces blessures ont mis dans sa vie. Parce que imaginez la blessure intérieure qui ont mis les complexes peuvent vous détruire même dans votre mariage. Même dans d'autres domaines de la société, n'est-ce pas? Mais sachant que, oui, le problème lequel, c'est que cette blessure intérieure va vous freiner. Vous devenez déloyal, vous devenez méchant. Même si vous avez une promotion, la blessure intérieure vous bloque, n'est-ce pas? Le fait que votre comportement a changé, même lorsqu'il y a des opportunités, il n'y a plus moyen qu'on puisse vous amener à un autre niveau, n'est-ce pas? Parce qu'au fait, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par votre blessure intérieure, vous devenez méchant. Il n'y a que vous-même qui ne savez pas que vous êtes devenu méchant. Vous avez des paroles blessantes. Maintenant, avec moi, je peux appeler, ça devient comme ces armes dans votre vie, ça vous empêche même de faire crailler. Parce que c'est visible par tous. Voilà. Maintenant, chacun doit identifier. Dès que vous identifiez, vous dites oui, je peux échouer. Peut-être que si j'ai échoué 4 fois, ce n'est pas une fin en soi. Dans les études, ce n'est pas une fin en soi. Je peux la faire avec moi-même. J'enlève les complexes. Je peux échouer dans un domaine, réussir dans un autre domaine. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'avoir les complexes. Dès que je rencontre que mes amis, je commence à fuir. Si je suis guéri, je peux dire oui, j'ai échoué dans ces domaines, mais je peux réussir dans un autre domaine. Mais je marche avec étant un homme sans complexe. Oui, et les élèves, très souvent en fin d'année, il y a certains qui sont proclamés admis, oui. Il y a d'autres qui sont proclamés échoués. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en amont pour éviter que ces échecs ne puissent causer des blessures intérieures en ces enfants? Une question très importante. Parce que lorsque vous avez échoué, vous avez la blessure de l'échec. Si vous ne traitez pas cette blessure de l'échec, 60%, vous risquez de répéter l'échec. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Lorsque j'ai échoué, je pleure, n'est-ce pas? Je tourne la page, n'est-ce pas? J'affronte de nouveau l'année scolaire, dans le cadre des élèves, l'année académique, n'est-ce pas? Mais lorsque vous avez échoué, vous avez des complexes, vous ne voulez plus reprendre comme tout le monde, n'est-ce pas? 75%, vous allez encore reprendre encore, vous allez encore échouer encore. Et lorsque, par contre, la personne qui a traité la blessure intérieure va dire que j'ai échoué, ça fait mal, je pleure, je peux pleurer des jours, mais après, je suis mes larmes, et j'affronte une année nouvelle comme tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Et pendant ce moment, au moins, vous avez une grande pourcentage de réussite. Mais chaque enfant qui a fait une fuite en avant, à cause de l'échec, il veut montrer comment j'ai réussi, il veut montrer comment ça... En fait, il fuit son échec. Au lieu de garder l'échec en face, de la traiter, d'avancer, la personne là risque encore d'échouer davantage et l'échec risque de l'enfermer, de lui mettre dans une prison. Oui, mais vous qui êtes des spécialistes oui. dans la guérison intérieure, oui. Est-ce que vous arrivez à approcher les écoles, les institutions de formation pour préparer les enseignants ou bien les élèves même à affronter des cas qui vont arriver? Oui, effectivement, moi j'ai déjà fait les campus dans les écoles, dans les universités. Il y a les universités, on a formé des milliers de personnes, n'est-ce pas? Et nous formons des campus universitaires. J'ai trouvé des enfants qui avaient, dans les classes scolaires, qui avaient abandonné l'école à cause de des échecs. On les a fortifiés, ils sont revenus, ils ont réussi, ils ont fait les concours. Nous avons certaines personnes qui sont devenues actuellement des dirigeants. Avant de suivre les formations, ils avaient tout abandonné. À cause des complexes, à cause ils ont la peur de regard des autres, n'est-ce pas? Ils ont repris à zéro, ils ont réussi. Et les autres ont avancé, ils ont eu les grands diplômes. Il y a d'autres personnes même qui sont devenus les formateurs au sein de l'école africaine pour la paix. C'est pour dire que nous devons intensifier cela, parce que la personne qui a vécu les rejets, l'abandon, l'échec s'ajoute, il devient fragile devant les épreuves.
devient fragile devant l'échec. Dès que l'échec se présente 2 fois, la personne n'a plus la force de continuer si la blessure n'est pas traitée. Et si rien ne se fait, la personne peut devenir un échec social. Un enfant qui échoue à plusieurs reprises, il s'en va en lui-même contre l'État, il devient un danger public, n'est-ce pas? Mais cet enfant avec qui on va travailler, on va l'accompagner de la réussite, c'est un atout pour la République. Et ceux qui subissent des épreuves dures, je prends l'exemple de la perte d'un proche, oui, d'un parent, oui, d'un enfant, oui, d'une femme ou bien d'un mari. Oui. Est-ce que ça peut créer une blessure intérieure? Nous appelons ça la blessure de la déception et des chocs affectifs. Les gens qui ont perdu les leurs d'une manière tragique, d'une manière brutale, ils se sentent tellement menacés. J'ai connu un jeune qui a perdu ses parents dans un accident. L'aîné n'a que 12 ans. La famille est venue tout récupérer, n'est-ce pas? Il a récupéré les biens du papa. On a obligé ses enfants de devenir maçons alors que papa était directeur. Les enfants ont dit que nous allons nous venger. Les 2 enfants sont devenus avocats seulement pour se venger contre les oncles. Les autres, ils ont dit que nous allons devenir militaires. Et c'est pendant qu'ils faisaient la formation qu'ils nous disaient comment ils sont devenus des avocats. Et le jour que l'enfant de l'un de ses oncles est décédé, ils ont fait la fête pendant 3 jours, n'est-ce pas? Vous voyez les dégâts, n'est-ce pas? Donc, les chocs affectifs s'accompagnent de la blessure intérieure. Et ils disaient que nous allons frapper toutes les familles et les arracher les biens. Et donc, c'est difficile. Monsieur Alphonse, oui, oui, j'aurais souhaité vous garder plus que ça. Oui. Mais le temps imparti est largement dépassé. Oui. Si vous pouvez avoir quelques 2, 3 mots de conclusion avant de remettre l'antenne à la régie. Nous sommes heureux de l'émission Idée que nous suivons même en dehors du Togo. Vraiment, c'est une émission qui est en train de changer la vie de plusieurs personnes. Vraiment, merci aux téléspectateurs. Ce que je peux dire seulement pour terminer, que ces programmes soient accessibles à tous, à toute la société, commençant même depuis la société, la population, afin que nous ayons une population guérie et capable de participer au développement du pays, n'est-ce pas? Un peuple qui est guéri, une nation guérie, les dirigeants guéris, c'est un peuple qui est fort, capable de travailler au développement national. Et les blessures intérieures concernent tout le monde. Ça concerne les enfants, les adultes, que vous soyez pauvres ou riches, tout le monde est concerné. Et dans ce cas, chacun doit les identifier, doit identifier les blessures qu'il a vécues, les conséquences que ces blessures ont amenées dans sa vie, et puis passer dans le traitement des blessures intérieures en commençant à se pardonner soi-même. Sachant que j'ai vécu des choses difficiles, je dois d'abord me pardonner, je dois arrêter de me culpabiliser, je dois arrêter de m'auto-condamner. Dès que je finis de me pardonner, je m'en vais vers celui qui m'a blessé. Sachant que ça peut être qu'un parent, sachant que la personne également a vécu des blessures intérieures, n'est-ce pas? Je fais la paix avec lui, je le pardonne. Et lorsque je fais le pardon avec quelqu'un d'autre qu'avec moi-même, ça va permettre que la restauration de la santé, la restauration des compétences, ça permettra que je sois quelqu'un capable d'accomplir ma destinée, d'avoir des rêves pour ma vie, des rêves pour mon pays, des rêves pour le monde. Donc tout le monde est concerné et tout le monde devrait identifier ses blessures intérieures, les traiter afin de pouvoir accomplir sa destinée. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission préférée, Idée. Kouada Melka, la réalisatrice du jour, merci pour votre technicité. Tous les autres techniciens qui ont œuvré pour que nos chers téléspectateurs de par le monde puissent recevoir la télévision togolaise en images et en son, merci une fois encore pour votre technicité. Chers téléspectateurs, quant à moi, je vous dis, la semaine prochaine, on se retrouve, mais pour l'instant,